la République, ce qui nous unit. La Sine Ouattara. Naï Agathe Doupé, je t'embrasse. Ma soeur. Mamadou Sissé, je vous lis au fur et à mesure. Mes amis, vous qui partagez, qui avez déjà commencé à partager le direct live, je vais Kadi Douméa, merci à vous tous, je vous embrasse. Je n'aurai pas le temps de citer le nom de tout le monde, j'ai envie de citer les noms, mais le temps, je ne pourrai pas citer tout le monde. Oscar, Armando, ceux qui nous trouvent en chemin, Moulière, je vous embrasse très très fort, j'embrasse tout le monde. Ce soir, je veux qu'on parle de la République. Voyez ce drapeau qui est là? Je veux qu'on parle de la République. Parce que la République, c'est ce qui nous unit. C'est la République qui fait de nous des citoyens. C'est la République qui nous permet d'être une nation, de former un seul corps. On dit l'union. L'union forme un seul corps. C'est comme entre l'homme et la femme. Quand vous êtes unis, vous formez un seul corps, une seule chair. Donc, le drapeau qui est là, orange, blanc, vert, là. Grâce à ce drapeau, nous formons un seul corps, nous sommes unis. Grâce à ce drapeau, nous sommes la nation ivoirienne. Donc, aujourd'hui, en ce vendredi, jour saint, pour nos sœurs et frères musulmans, j'ai envie de parler de la République. Parce que vendredi est un jour saint pour les musulmans, comme un jour saint pour les chrétiens et aussi pour les juifs. Parce que vendredi, c'est un jour saint. Vous savez, moi, mon grand-père, une petite anecdote. Quand on était petit, on était enfant, mon grand-père, chaque fois, il était chrétien, mais les vendredis, il ne partait pas au champ. Mais on ne comprenait pas. Il n'allume pas le feu, il ne touche pas à une lame, il ne touche pas à une machette, il ne touche à rien. On ne mange pas de viande. Et puis on ne va pas au champ. On ne sait pas pourquoi. Lui-même ne peut pas nous expliquer pourquoi. Parce que c'est parti de la tradition. Mais bref, quand on rentre, on part dans l'histoire d'où nous venons. On dit, ah, souvent chez les Yacouba, on dit ça bas. Donc, que ce soit chrétien, juif, musulman, le vendredi est un jour saint pour nous tous. Alors que nous, on ne pratiquait pas la religion juive. Mais les vendredis, on ne faisait rien, on n'allumait pas le feu. On cuisinait déjà jeudi. Mon grand-père, c'était comme ça. Donc, ça fait partie, c'est ancestral. Et c'est une transmission de génération en génération. Pourquoi je vous fais cette anecdote? Mes frères et sœurs, ce soir, je veux vous parler de la République. Je veux qu'on parle de l'amour qui nous unit. Parce que nous sommes unis par l'amour de la nation, de la République. Le drapeau que vous voyez orange, blanc, vert là, c'est lui qui symbolise l'union sacrée entre vous et moi, entre vous et votre voisin. Ça s'appelle la République, l'emblème, la République. Avant d'arriver à la République, j'ai reçu une publication d'un journal, Jeune Afrique. Jeune Afrique a publié. Jeune Afrique a publié dans leur magazine Jeune Afrique, au journal Jeune Afrique. Je vais vous lire ça rapidement. Dans Jeune Afrique, plusieurs personnes ont relayé, m'ont envoyé. Dans Jeune Afrique a relayé dans son magazine, disant quoi? Côte d'Ivoire, 2 points, quand la crise politique s'exporte chez les francs-maçons. Pour ceux qui ont eu l'article qui a circulé sur la toile, Jeune Afrique dit, quand la crise politique s'exporte chez les francs-maçons. Et ce qui a attiré mon attention et qui me pousse même à faire ce live, l'entrée de ce live sur cet article de Jeune Afrique, c'est pour aider nos compatriotes, les populations les plus fragiles, à comprendre parfois la manipulation qui est derrière certains articles de presse, malheureusement, et de la manière certains
utilisent la presse pour orienter leur propagande et leur démagogie. Et je pense qu'il est important dans la République que nous continuions à sensibiliser la masse, à expliquer et à porter à la connaissance de tous des éléments d'information pour permettre à chacun d'analyser soi-même, de faire son opinion personnelle. Parce que c'est facile de formater les gens. Mais si on donne des éléments de langage, si on donne l'information juste, chacun est capable de pouvoir discerner le vrai du faux et le faux du vrai. Donc, Jeune Afrique, je vous lis juste l'article de Jeune Afrique. Meko Dosso, je te salue mon frère. Balamine Sanogo. Alors, ils disent, en coulisses, les tensions montrent au sein de la Grande Loge de Côte d'Ivoire, GLCI, dont le grand maître est Ahmed Bakayoko. En voici les raisons. Ça circule sur la toile. Vous voyez, ce sont des choses, les gens font de la propagande. Si on n'explique pas à la population va nager dans le mensonge et aussi va véhiculer le mensonge. Chacun va véhiculer le mensonge autour de lui et le mensonge va être plus rapide que la vérité. Donc, avec la révolution numérique et la chance d'avoir les réseaux sociaux, je pense que à chaque mensonge, il faut rapidement apporter des informations pour pouvoir stopper le mensonge dans les escaliers, dans l'ascenseur, bloquer l'ascenseur même des mensonges. Alors, plusieurs francs-maçons au sein de la Grande Loge de Côte d'Ivoire, la principale obédience maçonnique, forte de 40 loges et d'environ 2000 membres, reprochent à leur grand maître de ne pas soutenir au nom de la fraternité les cadres de l'opposition, notamment ceux du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, et de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI. Limogés des frères des Lumières qui ont préféré ne pas rejoindre les rangs de la formation présidentielle, le Rassemblement des oufretistes pour la démocratie et la paix, dont le ministre Ahmed Bakayoko et l'un des vice-présidents ont été limogés. Certains ont d'ailleurs été emprisonnés, à l'instar de Georges Philippe Ezalé, interpellé le 3 novembre à la résidence de Cocody, ambassade de l'ex-chef de l'État Henri Konan Bédié. Mes amis, partagez ce live-là, c'est important. Partagez-le, il faut qu'on monte parce qu'on va parler un peu de la franc-maçonnerie. Parce que les gens parlent beaucoup de franc-maçonnerie, sans savoir c'est quoi la franc-maçonnerie. Et c'est le problème de l'Afrique et de certains politiciens africains. On joue, les gens parlent de franc-maçonnerie, sans savoir de quoi ils parlent. Ils ne savent pas c'est quoi la franc-maçonnerie. Ils ne savent pas quels sont les prix. Ils ne savent rien, mais chacun fait de la démagogie. Et on va revenir à la République, parler du président de la République, du gouvernement, des élus et des parlementaires, des institutions, de la Constitution, de la loi de la République. Parce que ce soir-là, on va faire de la pédagogie. Donc on va aller doucement, terre à terre. On va faire de la pédagogie. Partagez, parce que j'ai vu le nom de Philippe Ezalé dedans. Philippe Ezalé, je vous signale qu'il a été l'ancien DG de Sodexam, l'ancien maire de Bassam, Grand Bassam. On va parler de la franc-maçonnerie puisque Jeune Afrique veut jouer avec les mots, veut jouer. On va apporter la vérité aux populations pour que vous ayez des éléments de langage pour expliquer, pour défendre la République. Parce que la République doit se défendre. La République, là, c'est notre union, notre amour, notre cœur. On parle beaucoup des partis politiques, des personnages politiques.
Mais on ne parle pas assez de la République. Pourtant, sans la République, il n'y a pas de nation. On doit parler de la République. C'est l'amour qui nous unit, c'est la République. Eh mes frères, partagez ce direct live. Parce qu'on va parler. On va parler. Donc, j'essaie de publier sur ma page personnelle pour qu'on puisse continuer notre direct live. Et je regarde au fur et à mesure pour ceux qui commencent à partager le live. Merci déjà pour ceux qui ont fait des partages dans les groupes WhatsApp, sur leur page Facebook et dans les groupes, dans les inbox qui ont commencé à partager le direct live. Le nom de Philippe Ezalé apparaît. Je vous l'ai dit et rappeler à nos frères et sœurs qui font de la démagogie parfois autour des thèmes idéologiques, qui jouent avec les mots. C'est quoi la franc-maçonnerie? Et donc, plusieurs personnes m'ont envoyé cet article depuis le matin. 6 h du matin, je me réveille, je regarde mon WhatsApp. Je vois déjà l'article qui remplit mon WhatsApp. J'ai appelé la première personne à 8 h. Il dit, mon frère, il dit oui. Il dit, tu es de quelle obédience? Parce qu'il ne suffit pas de dire que la franc-maçonnerie, c'est à obédience. Mais toi-même, tu es de quelle obédience? Il dit, ma soeur, moi, je ne suis pas franc-maçon. Je dis, non, mais tu es de quelle obédience? Ça veut dire que tu es de quelle idéologie religieuse? Ah oui. Tu es de quelle sensibilité religieuse? Il dit qu'il est musulman. Je dis, d'accord. Est-ce que parce que tu es musulman que tu ne dois pas respecter les lois de la République? Il dit non. Je dis donc, il est où le problème? Je dis, il est où le problème? C'est pas parce que tu es musulman que tu ne vas pas respecter les lois de la République. Il dit non, on doit respecter les lois de la République. Il dit mais non. Ezalé n'a pas respecté les lois de la République. On dit non, comme il est franc-maçon, qu'il n'a pas respecté. Je ne sais pas si Ezalé est franc-maçon, ce qui m'étonnerait vraiment beaucoup. Je ne sais pas si M. Ezalé est franc-maçon. En tout cas, ce n'est pas moi qui l'ai initié. Donc, je ne sais pas s'il est franc-maçon ou pas. Mais ça m'étonnerait. Ce n'est pas parce que tu es catholique que tu ne vas pas respecter les lois de la République. Ce n'est pas parce que tu es musulman que tu ne vas pas respecter le drapeau de Côte d'Ivoire. La République a existé avant les religions. Avant les philosophies religieuses, la République existait. La notion de République déjà, les Platons, les Socrates, là, la République existait déjà depuis l'Antiquité. Donc la République a existé avant la naissance de Jésus-Christ. Quand on prend l'histoire, c'est après le christianisme est venu l'islam. Donc la République a existé avant le christianisme, avant l'islam. Donc avant les religions qu'on dit monothéistes, là, la République existait. Ça ne sert à rien de chercher. Ça ne sert à rien parce que vous savez, boycotter, chercher à couper le live, ça ne va rien vous apporter. En tout cas, ça ne sert à rien parce que je vais continuer le live. Donc la République a existé avant. Abi Sangaré, je t'embrasse ma soeur. La République existait déjà. Depuis l'Antiquité, la République existe. Donc, dire que monsieur Philippe, c'est faire de la démagogie, dire que certains cadres du PDCI et de l'UDPCI, comme ils sont d'obédience ou je sais pas quoi encore, comme ils seraient, parce que moi je dis ça, ils seraient, je mets au conditionnel parce que je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Parce qu'un vrai maçon là, il ne brûle pas la République. Un vrai franc-maçon là ne brûle pas, n'appelle jamais à brûler la République. C'est ce que j'ai envie de vous dire ce soir. Peut-être que là, à l'avant même la fin de mon live, ils vont prendre mes photos pour dire, elle s'est arrêtée comme ça. Quand elle parlait, fait ses doigts comme ça. Ah, quand elle parlait, fait comme ça. Ou bien comme elle fait comme ça, c'est qu'elle est franc-maçon. Mais ça ne me dérange pas. Oh. Ça ne me dérange pas. Parce que nous tous là, nous sommes tous maçons. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas franc-maçon. Nous tous, petits, grands, moyens, vieux, chrétiens, musulmans, athées, bouddhistes, juifs, nous sommes tous maçons. Nous sommes tous des bâtisseurs. Nous sommes tous une pierre.
Parce que quand on dit la pierre là, sur la pierre je bâtirai mon église là, ce n'est pas caillou, hein? Ce n'est pas cette pierre là. Hein? Ah, c'est pour ça que je parle de l'interprétation. Nous sommes tous francs-maçons. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas franc-maçon. Donc quand je vois les gens qui me disent, mais Madame Gouza, comme tu dis que tu vas parler de la franc-maçonnerie et que l'article est sorti, il faut parler de ça. Mais c'est avec grand plaisir que je vais parler de ça avec vous. Nous sommes tous, je suis en train de vous dire ce soir, dites Gouza, nous dit, nous sommes tous francs-maçons. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas maçon. Parce que quand tu prends les livres saints là, on dit sur la pierre je bâtirai mon église. Nous sommes tous des bâtisseurs. La pierre là, c'est ça. C'est pas caillou, hein. C'est pas la pierre qu'on pense que le caillou qu'on prend en casse pour bâtir l'église. Non, c'est sur l'esprit, l'intelligence. Celui qui n'est pas franc-maçon, c'est qu'il est bête. C'est qu'il est inintelligent. Sinon, celui qui a un peu d'intelligence, qui a un peu de pierre pour bâtir l'église ou pour bâtir une fondation est maçonnique. Donc nous sommes tous francs-maçons dans la République. Je suis quand même surpris souvent quand les gens font de la démagogie dessus, ils font de la propagande, qui ne sait pas s'ils veulent effrayer quelqu'un, ici il ne sait pas. Mais on est tous francs-maçons. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas franc-maçon. Qui n'est pas maçonnique? Nous sommes tous maçonniques. Peut-être que naïvement, inconsciemment ou consciemment, on est tous maçonniques. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas maçonnique. Parce que le bon franc-maçon là, le franc-maçon, c'est celui qui respecte les valeurs de la République, qui respecte la Constitution, qui respecte la loi. Ça, c'est un bon franc-maçon. C'est un bon bâtisseur. C'est un bon bâtisseur. Le bon bâtisseur, là, c'est celui qui respecte les fondamentaux. Le bon bâtisseur, là, c'est celui qui respecte les fondamentaux. La base même, là. La base qui fait, la base, ce qu'on appelle nation, ce qui nous permet d'être unis, d'être corps, d'être un peuple uni, d'être une nation forte là. Ce sont nos lois, ce sont la Constitution, c'est la République. Nous sommes tous francs-maçons. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas franc-maçon. Le pasteur est franc-maçon, même l'imam est franc-maçon. Le curé est franc-maçon. L'évêque est franc-maçon. Même le pape est franc-maçon. Nous sommes tous francs-maçons parce que nous sommes tous des bâtisseurs. Qui n'est pas bâtisseur? Qui n'a pas d'idée? Qui n'est pas porteur d'idées de construction? Parce qu'on dit maçon, c'est la bâtir, construire. C'est ça, maçon. Bâtir, construire, apporter sa pierre à l'édifice. Est-ce que quand on vous dit j'apporte la pierre à l'édifice, ça veut dire que tu vas chercher briques pour apporter? Non, c'est tes idées. C'est apporter aussi des idées pour innover, construire, consolider. Mes frères et sœurs, Jeanne Kwame, je t'embrasse. Condé, je te salue mon frère. Donc, mais c'est ça. Donc, c'est pas parce que ils allaient à des idées qui ne va pas respecter la République. Donc, les gens confondent tout. Les gens confondent tout. Donc, chercher à utiliser l'image du Premier ministre Ahmed Bakayoko pour dire, voilà, oh, il est franc-maçon, et puis tel chanteur est franc-maçon, et puis tel danseuse est franc-maçon. Mais vous êtes dans un faux débat inutile. Vous êtes dans un faux débat inutile parce que nous sommes tous des bâtisseurs. Nous sommes tous des maçons. Oui, c'est vrai, il y a des mauvais maçons, il y a des bons maçons. Les bons maçons, là, c'est ceux qui font la fondation, qui construisent, qui bâtissent, et c'est solide. Les mauvais maçons, quand ils font la maison est penchée. Quand on dit maison, ça ne veut pas dire forcément la maison où on dort. C'est la construction. Tu apportes quoi à l'humanité? Tu apportes quoi? Là où tu es, qu'est-ce que tu apportes dans la construction de l'humanité et de la société? Ce qui nous permet d'être nation là. Ce qui nous permet d'être une nation, une république forte là. Toi, en tant qu'individu, en tant que personnage, en tant que personne, qu'est-ce que tu apportes dans la consolidation de notre société? De ce qui nous permet d'être un seul corps. Tu apportes quoi dans la consolidation de la République? Si tu apportes, ne serait-ce que quand tu es ici en Europe, ne serait-ce qu'envoyer 100 francs, 20 € pour aider quelqu'un qui va manger,
tu participes à la construction. Donc tu es maçon. Tu es maçon. Voyez, Yves Béfan, merci. Voyez, la constitution là, c'est la construction des maçons, des gens qui ont apporté leur pierre, qui ont apporté leur intelligence, qui ont dit, mais dans une société où chacun est dans sa tribu, c'est pour ça que j'ai mis le drapeau de la République là. Qu'est-ce qui nous permet de vivre ensemble? Ce sont les lois de la République. Parce que nous sommes dans une société où chacun appartient à un groupe ethnique et attaché à une tribu. Mais la République, c'est une fédération des tribus. Parce que chacun a une tribu. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. On a plus de 63 ethnies. Mais les ethnies de Côte d'Ivoire, là, dans chaque ethnie, là, il y a des tribus. Donc, il y a des tribus dans chaque ethnie de Côte d'Ivoire. Quand on dit les Oué, par exemple, on a qui? On dit, il y a les guerriers de Diokwe, les guerriers de Bangolo, et puis on arrive à les départager. On dit, il y a les Wobé. Donc, les Oué sont un groupe de tribus. Des tribus. Quand on part au nord, chez les Sénifo, quand on dit Sénifo, tout le monde pense que c'est Ferke et Korogo. Pourtant, les Tangbana, c'est des Sénifo, mais ils sont Tangbana. Les Djimini, c'est des Sénifo. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce sont des tribus. Donc, la République est une fédération de tribus. Et pour vivre ensemble, dont nous sommes plusieurs tribus pour vivre ensemble, il y a la loi qui nous permet de vivre en société, qui est la Constitution. Mais la Constitution est l'œuvre des francs-maçons. Donc, les constitutions que vous voyez, que sont la constitution américaine, la constitution française, la constitution des pays, c'est l'œuvre des francs-maçons, des bâtisseurs. Donc, quand quelqu'un dise tel est franc-maçon, tel n'est pas franc-maçon, je dis c'est un faux débat, parce que nous sommes tous des francs-maçons. Parce que nous sommes dans la République. On vit en société avec des lois qui ont été régies. Nous sommes tous des francs-maçons. Mais dans la République, il y a des mauvais maçons, il y a des bons maçons. C'est comme dans toute religion. La franc-maçonnerie est une philosophie. Est une philosophie. Un bon franc-maçon, c'est celui qui accepte le pauvre, le riche. Sans distinction. Mais tout en respectant les principes, les valeurs de la République. C'est ça. Le débat de poser ça et de dire des cadres du PDCI RDA, donc de l'opposition, seraient en prison alors qu'ils sont francs-maçons, je suis désolé de vous le dire, ça va vous déplaire. Mes chers frères et sœurs, dites à ces gens-là que ce n'est pas parce que Ezalé est franc-maçon ou serait franc-maçon que quand il commet une infraction, on devait le tolérer. Parce que Ezalé, s'il était un bon maçon, il allait respecter la République d'abord. Parce qu'un bon maçon, c'est celui qui respecte la République, qui respecte le drapeau de la République, l'emblème de la République, celui qui respecte la loi, la Constitution. Parce que la Constitution, là, c'est nous-mêmes, nous sommes dotés de la Constitution. C'est nous qui avons voté la Constitution. Donc, la Constitution que nous avons votée est bon maçon, quelle que soit son appartenance politique, doit respecter la Constitution. Donc, dire que parce que les gens de l'opposition seraient des francs-maçons et que pourquoi le Premier ministre Ahmed Bakayoko les a mis en prison, moi je vais couper court à ce débat et vous dire Djibril Bassolé est en prison au Burkina Faso. Ce n'est pas Ezalé qui va nous effrayer en Côte d'Ivoire. Dites-leur simplement ça. Je pense qu'ils auront compris. Djibril Bassolé, un très bon ministre des Affaires étrangères sur le continent. Djibril Bassolé était l'un des meilleurs. Il était même le meilleur ministre des Affaires étrangères sur le continent. Un homme intelligent, mais d'une élégance. Djibril Bassolé est en prison au Burkina Faso. Qui a dit qu'on ne met pas franc-maçon en prison? Qui vous a dit ça?
Ce n'est pas Ezalé qui va venir nous fatiguer en Côte d'Ivoire, qui va nous effrayer. S'il veut, là, il n'a qu'à prendre les pins des francs-maçons, il n'a qu'à mettre dans ses cheveux, dans ses oreilles. Il n'a qu'à percer ses oreilles pour mettre dedans. S'il ne respecte pas la République, il n'est pas au-dessus de la loi. Il n'aura pas un autre traitement. Il sera traité comme tous ceux qui ne respectent pas la République, les lois de la République. Donc, ne vous cachez pas derrière. Parce que c'est pas, il dit, il y a les bons maçons, il y a les faux maçons. Il y a des gens qui disent, oui, ils sont francs-maçons parce qu'ils pensent qu'ils vont se couvrir derrière ça. Non. Un bon franc-maçon, c'est celui qui respecte les lois de la République. Qui respecte la République. Olga, ma soeur, je t'embrasse. C'est pas parce que tu es franc-maçon que tu dis, bon, comme ici, franc-maçon, il m'avait fait un coup d'état. Oui, merci, Mamadou Karamoko. Je vais préparer un coup d'état à l'insurrection. Et comme on va t'attraper, tu dis, non, voilà mon pin, je suis franc-maçon. Si tu veux pin, ça ne faut pas faire piercing. Fais piercing, ça va être visible. Fais piercing sur ta langue, sur tes lèvres. Pèse tes oreilles, puis il faut coller ça dessus, les pins franc-maçon sur toi. Si tu es à côté, on t'attrape, on te met aussi de côté. Oui. Si tu es un mauvais maçon là, que tu es à côté, on te prend, on te met de côté. Donc, ne vous cachez pas. Ne cherchez pas à rentrer dans les obédiences pour dire, bon, je vais rentrer là-bas comme ça, je serai protégé. Il y a des gens souvent qui disent, je vais aller pour chercher un réseau, je vais chercher des relations. Il y a des femmes même, elles sont là, je vais devenir frère maçon parce que là-bas, là, on dit qu'il y a des grands types là-bas. Regardez-moi. Mais attendez. Un frère maçon doit être vertueux. Oui. Et puis, je vous dis une chose. Le bon franc-maçon, là, il ne dit jamais qu'il est franc-maçon. Si tu entends quelqu'un dire qu'il est franc-maçon, c'est un faux franc-maçon. Parce que le bon franc-maçon ne va jamais... Tu vas couper sa langue, il ne va pas te dire qu'il est franc-maçon. Donc, c'est quoi toutes ces histoires, beaucoup autour, vous racontez partout. On n'a qu'à laisser ça. Ezalé a commis une infraction, il sera traité comme tout le monde. Comme tous ceux qui ont commis les infractions. Il y a des enfants qui ont instrumentalisés, qui sont en prison. Eux, ils ne sont pas au-dessus de ces enfants-là. Eux encore, ils ont un traitement dans les prisons, là, ils ont des pavillons, ils sont bien. Est-ce qu'ils savent ce que les enfants des gens dans les prisons aujourd'hui? Les enfants des gens qu'ils ont instrumentalisés, qu'ils ont poussés à la rue, qu'ils ont poussés à défier l'autorité de l'État, qu'ils ont poussés à commettre des infractions. Ces enfants-là, qui prend avocat pour eux? Qui prend avocat pour ces enfants aujourd'hui? Ils sont livrés comme ça dans les prisons. Il n'y a personne pour les assister, ils n'ont pas d'avocat. Ils n'ont même pas à manger. Ils n'ont pas de visite. Leurs parents sont où? Mais vous instrumentalisez les enfants et puis vous vous cachez pour dire que oui, on est de l'opposition des francs-maçons. Si vous voulez là, prenez les piercings pour mettre sur votre nez ou votre front. Si vous êtes à côté, on vous met de côté. C'est comme ça aussi la loi de la République. Parce qu'un bon franc-maçon, c'est celui qui respecte la République et qui respecte le drapeau. Mes frères et sœurs, voilà où je voulais répondre un peu sur cette partie-là, parce qu'on a mis le nom de M. Ezalé dedans, et je voulais rebondir dessus. Parce que M. Ezalé, si vous avez bonne mémoire, un bon franc-maçon qui va aller brûler des musées, qui va aller brûler Bassam, qui va appeler à brûler Bassam, ville historique. Est-ce qu'un bon maçon, un bâtisseur peut appeler à brûler Bassam, une ville historique, à brûler des monuments de Bassam qui sont classés? Moi-même, je suis parti à Bassam ce jour-là. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai filmé là où M. Ezalé envoyait les gens pour brûler des bâtiments classés monuments historiques par l'UNESCO. M. Ezalé a appelé à brûler ces bâtiments historiques. Notre patrimoine commun, Ezalé a appelé à brûler ces patrimoines à Bassam. Et vous êtes assis, vous écrivez des bêtises comme ça dans la presse pour dire qu'Ezalé est franc-maçon. Mais c'est un mauvais franc-maçon alors. Parce que le bon franc-maçon ne brûle pas des bâtiments historiques. Le bon franc-maçon ne brûle pas un monument. Mais Ezalé l'a fait à Bassam. N'oubliez pas de l'écrire prochainement dans vos articles de presse. N'oubliez pas. Moi, M. Ezalé, là, je l'ai rencontré pour la première fois à l'UNESCO. À l'Arbre pour la paix avec la première dame. Madame la première dame Dominique Ouattara. Pour la première fois, j'ai rencontré, quand j'ai vu la première dame pour la première fois, de vise comme ça. Je ne rentre pas dans les détails, j'ai vu. Ezalé était à l'UNESCO. Là, pour la paix, Ezalé était derrière la première dame. Il cherchait une nomination, il était derrière comme ça. Il était derrière comme ça. Moi, en ce moment, M. Guillaume Soro,
qui n'était pas encore fugitif. Il était président de l'Assemblée nationale. Et Guillaume Soro était là ce jour-là pour le vernissage des tableaux des peintres africains qui ont participé à l'art pour la paix à l'UNESCO. Ezali était là-bas. Vous savez ce que c'est que l'UNESCO? C'est une pierre maçonnique aussi. Hein. Donc vraiment, on ne va pas aller plus loin. Donc quand on a l'esprit, quand on a vu des hautes institutions comme ça, on ne peut pas se comporter comme Ezali s'est comporté à Bassam. Monsieur Ezali il a commis l'irréparable à Bassam. Des bâtiments de plus de 100 ans. Ezali a fait brûler ça pour son intérêt personnel. Et vous avez écrit dans la presse ici, Jeune Afrique. Quand même. Il n'y a pas que l'argent non plus. L'argent ne va pas bouffer votre pierre. Quand même. Quand même. Même quand on écrit quand même, on prend de la hauteur, même si on est payé. Ayez quand même votre analyse. Ezali n'est pas un personnage maçonnique sain ou maçonnique bon maçon. S'il est maçon, c'est un mauvais maçon, Ezali. Je vais m'arrêter là et on va continuer notre live. Mes amis, voilà la part de M. Ezali. Où est-ce que je voulais en venir un peu concernant cet article de presse qu'ils ont publié dans Jeune Afrique pour faire croire que Ezali est maçon, il ne doit pas aller en prison. Bon. Je veux juste dire qu'un mauvais maçon qui est à côté, on le met de côté. Je vous montre et je veux qu'on parle un peu de la République parce que, vous voyez, c'est l'introduction qu'est là. On va parler de la République et des institutions de la République. Je pense qu'il est important de sensibiliser beaucoup nos frères et nos sœurs sur le rôle de la République, sur les institutions de la République, sur le rôle du citoyen, et sur le pouvoir du citoyen, le pouvoir que le citoyen donne, transmet au président de la République. Voyez là, ici, vous avez le logo du RHDP. Donc le parti majoritaire, le parti au pouvoir, le parti du président Alassane Ouattara. Pourquoi la République? On a parlé de la République. Ici, quand je mets ce logo, une partie de la population va se retrouver dans ce logo parce que une partie va dire elle est militante, elle est RHDP. Donc, on aura des militants RHDP qui vont mettre des cœurs, qui vont mettre beaucoup de cœurs parce qu'ils se reconnaissent dans un parti politique, donc une idéologie politique. Une idéologie politique qui se reconnaissent au RHDP. Quand je mets ce logo du RHDP, quand je mets celui-ci, le PDCI RDA, une autre partie de la population va se retrouver dans ce logo du PDCI RDA parce que leur idéologie politique, c'est le PDCI RDA. Ils vont se retrouver dans l'idéologie du PDCI RDA. Ils vont mettre les cœurs pour le PDCI RDA. Alors, on vient. Je vais mettre celui-là. Attendez, je vais mettre celui-là. Il y a celui du... Je vais vous mettre celui du FPI. Voilà. Je vais vous mettre celui du FPI. Par exemple, je vais le prendre ici. Rapidement, je vous l'envoie. Je vais vous mettre celui du FPI, je vous l'envoie. Donc, chacun va se retrouver dans son idéologie politique. Chacun va se retrouver dedans. Parce que c'est l'idéologie politique qui porte chacun. Voilà. Quand je mets le FPI ici, chacun va se retrouver dans le logo du FPI. Très bien. Très bien. Mais quand je mets le drapeau de la Côte d'Ivoire, nous tous ensemble, on doit se retrouver rassemblés
autour du drapeau de la Côte d'Ivoire. Nous formons une nation en ce moment-là. Nous formons un seul corps. PDCI, FPI, RHDP, apolitique. On se retrouve autour du drapeau, on dit la nation ivoirienne. Mais quand chacun est dans son parti politique, chacun est limité, c'est comme si chacun s'est retrouvé un peu avec son gourou. Parce que l'idéologie politique, c'est comme un gourou. C'est ce qui dit non, on doit être comme ça, on part comme ça. Chacun est dans son idéologie politique. Mais vous comprenez bien que quand chacun est dans son parti politique, on n'est pas rassemblé, on est divisé. On est divisé en 3, en 4 groupes. Parce que chacun est dans son idéologie politique. Mais si nous mettons la République, la nation au-dessus de notre idéologie politique, je vous assure qu'on sera tous rassemblés au cœur de la nation et on formera une nation forte. C'est ça la nation forte. On sera une république unie. On sera une nation indivisible. Parce qu'on est rassemblés. Chacun quitte son habit, son corps idéologique politique, et il se met, il s'enveloppe autour du drapeau, et on se prend par les bras, on devient une nation. On dit la République, parce que c'est la fédération. Fédérer, c'est la fédération de tous dans le drapeau ivoirien. C'est pourquoi je vais vous parler du rôle du président de la République. Je vais vous parler de la République. Dans la République, le peuple que nous sommes, chacun dans son idéologie politique, on se met ensemble, on bat campagne. On dit on va choisir celui qui va incarner ce drapeau. Celui qui va être l'union, ça y est, il va être l'aiguille et le fil entre le PDCI, le FPI, le RHDP et les apolitiques, les sympathisants comme nous. Nous, comme je vous ai toujours dit, mes frères et sœurs, je ne suis pas une militante passionnée des partis politiques. Parce que je ne suis pas une militante passionnée d'idéologie. Je suis une femme libre. La seule caisse dans laquelle on peut me mettre, où je rentre, la seule case où je rentre, c'est la République. Mais je ne rentre pas dans une case idéologique politique. Je ne peux pas m'enfermer derrière la pensée unique. Parce que la pensée unique divise davantage et profondément, surtout les États africains. Chacun est dans sa pensée unique dans son parti politique. Croyant que comme c'est mon parti politique, je veux que ce soit forcément mon parti politique qui soit au pouvoir. Comme ce n'est pas mon parti politique qui est au pouvoir, c'est que je déteste celui qui est au pouvoir. Mais comme c'est celui qui est au pouvoir est issu de mon parti politique, je considère qu'il doit être pour nous seuls seulement pour notre parti politique. Donc, il faut qu'on puisse aider et les militants et les sympathisants à comprendre ce que c'est que la République. C'est pour ça que nos États sont beaucoup fragilisés. Les États africains sont fragilisés parce qu'il n'y a pas une vraie formation politique au sein des partis politiques. Il n'y a pas une éducation politique au sein des partis politiques. Malheureusement, les partis politiques sont autour soit d'une idéologie religieuse, les militants sont dans une pensée religieuse ou dans une pensée ethnique. Et ceci fragilise tout le temps et nos États et nos dirigeants. Ceci fragilise et nos États et nos dirigeants. Et nos États et nos dirigeants. C'est pour ça aujourd'hui, je veux parler de la République. Et je veux qu'on parle de la République. La République, comme je vous ai expliqué, elle date de l'Antiquité. Mais pour ne pas que les tribus, les tribus puissent, avant les tribus se bagarraient tout le temps, ils se bagarraient, on a régi nos lois
on dit les lois de la République, il y a une constitution, on doit vivre en société, on doit respecter les lois de la République, tu ne dois pas tuer. C'est ça la constitution. Parce que quand vous prenez, je prends un exemple pour ceux qui sont des chrétiens, on dit les 10 commandements. Mais quand vous prenez les 10 commandements, mais les 10 commandements sont partis de la République. Parce que la République a existé avant. Les 10 commandements là, c'est la constitution. Les 10 commandements, c'est la constitution. Excusez-moi un instant, j'arrive. Excusez-moi un instant. Je suis là. Voilà. Je suis là. Donc, la République, les 10 commandements, on dit les 10 commandements. On parle des 10 commandements. Les 10 commandements, c'est comme la Constitution. Et dans cette société, puisque nous vivons ensemble, on dit, mais il n'y a plus de chefferie, de royauté, nous sommes dans la République. Nous ne sommes pas dans une monarchie, nous sommes dans la République. On vote, la Constitution, elle est là. Et on se dit, chaque 5 ans, on doit élire, avant de 7 ans, on est passé à 5 ans, mais pour passer à 5 ans, on fait une réforme constitutionnelle. On fait une réforme. On dit, on passe à 5 ans. Chaque 5 ans, que tu sois PDCI, que tu sois FPI, que tu sois RHDP, que tu sois apolitique, on doit élire un président de la République. Là, je parle de la République. Parce que c'est ça la complexité de la chose. La complexité, c'est ça. On doit élire un président de la République à qui le peuple souverain, parce que le peuple est souverain, la majorité des citoyens, à qui la majorité des citoyens va transmettre son pouvoir. Parce que le pouvoir appartient au peuple. Le peuple est souverain. Ça veut dire quoi le peuple souverain? Le peuple donne à qui il veut le pouvoir. Mais tout en respectant les lois de la République, les lois de la Constitution que nous sommes dotés. Le peuple est souverain. Mais tout en respectant les lois de la République, les lois de la souveraineté, c'est-à-dire que le peuple souverain, on s'est doté les lois, ces lois-là, en fonction des lois, le peuple transmet le pouvoir du peuple, il donne son pouvoir à celui qui l'aurait choisi pendant l'élection présidentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pendant l'élection présidentielle, le PDCI peut envoyer un candidat, ce que le PDCI avait fait avec M. Henri Konan Bédié, qui était candidat, qui a déposé ses dossiers à la CEI et dont la candidature a été validée par le Conseil constitutionnel. Parce qu'on est dans la République, il y a des institutions de la République. On a eu le candidat Alassane Ouattara, qui était le candidat du RHDP, qui a été élu à cette élection dès le premier tour. Le candidat M. Pascal Affi N'Guessan, le candidat du FPI, qui a déposé ses dossiers à la CEI, dont la candidature a été validée par le Conseil constitutionnel. Le peuple souverain va choisir. C'est ça, on dit peuple souverain. Le peuple, la majorité choisit. On n'impose pas au peuple celui qui va choisir. C'est le peuple qui est libre d'aller choisir celui à qui il va transmettre le pouvoir. Mais dans une élection, c'est la majorité qui l'emporte. Ça ne veut pas dire que tout le monde vote à 100%, ça veut dire la majorité. Dès qu'on dépasse la barre des 50, c'est la majorité qui l'emporte. C'est ça aussi la République. Se soumettre aux règles de la République, aux valeurs, aux principes de la République. C'est ça, la République. Accepter que la majorité l'emporte. C'est ça, être un bon démocrate. C'est ça, la démocratie. Accepter que la majorité l'emporte. Alors donc, le peuple souverain, la majorité, va choisir le candidat entre ceux qui se sont présentés, qui ont concouru à l'élection présidentielle. Mais la majorité du peuple là, qui choisit, qui transmet son pouvoir au candidat choisi sur son programme, sur son projet, sur son programme de développement, sur son programme économique, sur ses idées, sur sa pierre. La pierre, c'est ça, les idées. Ce n'est pas que des militants de partis politiques qui choisissent le président de la République.
Les militants des partis politiques sont une base électorale pour conforter leurs candidats à aller aux élections. Les candidats des partis politiques sont une base électorale. Mais ce n'est pas les candidats des partis politiques qui font élire dans le premier tour ou qui font élire à la majorité du suffrage exprimé le président élu. C'est les militants et les sympathisants et les apolitiques qui vont regarder, qui disent, bon, nous sommes le peuple, on fait partie de ce peuple souverain. Nous, on décide de donner notre pouvoir au candidat Alassane Ouattara. Donc, la majorité des Ivoiriens se sont exprimés. C'est pour ça qu'on dit, Alassane Ouattara a gagné les élections dès le premier tour à 94%. Mais les 94%, ce ne sont pas que des militants du RHDP. Ce ne sont pas que des militants de base du RHDP. C'est la majorité des citoyens électeurs qui d'autres ne sont même pas des militants politiques, qui d'autres sont des apolitiques, qui d'autres ne connaissent même pas, c'est qu'ils ne s'occupent pas de la politique, mais eux, dans leur tradition, ils doivent voter, c'est comme la fête de l'indépendance. Une fête traditionnelle pour les anciens. Donc la majorité des citoyens vont exprimer, donner leur pouvoir au candidat du RHDP, le candidat Alassane Ouattara. Une fois que le président est élu, il n'est plus dans le corps des candidats de partis politiques. Il devient le président de la République, dont le drapeau orange, blanc, vert que je viens de vous montrer. Le président incarne ce drapeau-là, qui est le pouvoir du peuple. Le pouvoir du peuple souverain. Le président de la République n'est plus... Je vais vous... Attendez. Il n'est plus le président du RHDP. Il n'est plus le président du RHDP. Quand on parle du chef de l'État, du président de la République, en ce moment, on ne parle plus du RHDP. On parle de la Côte d'Ivoire. On parle de la nation. On parle de la République. C'est pour ça qu'on dit, le président de la République va s'adresser à la nation. On ne dit pas le président de la République va s'adresser aux militants ni aux partis politiques, à son parti politique. On dit le président de la République va s'adresser à la nation. Vous voyez, c'est ça la notion de République. Donc le peuple souverain qui donne, attention, là où c'est intéressant, la République elle est merveilleuse. La République elle est extraordinaire. On ne devait même pas avoir de crise en Afrique si on avait la connaissance juste du fonctionnement de la République et de ses institutions. Si on avait suffisamment de connaissances sur la République, on ne devrait même pas avoir de crise politique en Afrique. On ne devait pas avoir de crises, de guerres en Afrique. Parce que la République, elle est juste merveilleuse. Quand on l'aime, quand on la respecte, quand on l'aime, quand on est amoureux. Moi, je suis une amoureuse de la République. J'aime la République. Quand on aime la République, quand on comprend la notion de République, on ne devrait même pas avoir de guerre sur le continent africain. C'est pour ça que j'ai parlé de l'éducation. L'éducation des militants au sein des partis politiques pour aider les militants à ne pas confondre la République et leurs partis politiques. Parce qu'il y a des militants qui pensent que une fois que le président est élu, il doit être le président de leur parti, il doit être pour eux. Mais le président de la République, il n'est plus pour un parti, il est pour la République. Donc vous et moi, même ceux qui n'ont pas voté pour lui, il est leur président. Une fois que le président il est le chef de l'État. Parce qu'il incarne l'État. On lui a donné ce pouvoir de décider pour nous. Mais attention, là la complexité de la République. On a donné le pouvoir au président, on dit le pouvoir exécutif, de décider pour nous. On dit parce qu'on a des différents, on a des obédiences différentes. Des différentes obédiences. Ça veut dire des partis politiques. Parce que c'est aussi des obédiences, les partis politiques. On est des différents partis politiques. Mais étant donné que la majorité l'emporte, ça veut dire
On a donné ce pouvoir au président pour dire, voilà, on te donne ce pouvoir de décider pour nous. Tu nous as présenté ton programme de campagne. On te donne ce pouvoir pour mettre ton programme en pratique, pour le bien de tous, pour le bien de la nation, pour l'intérêt de la nation. On te donne ce pouvoir pour développer le pays. On te donne ce pouvoir pour réussir le développement économique. On te donne ce pouvoir pour qu'on soit bien, on puisse vivre ensemble dans la paix. C'est ça le pouvoir exécutif que le peuple donne au président de la République. Mais quand le peuple donne le pouvoir exécutif, son pouvoir souverain au président de la République, voyez ce que le peuple fait? Il dit, bon, le pouvoir là, on a donné ça au monsieur là. On va le surveiller quand même. La complexité de la République, quand on la connaît, elle est merveilleuse. On a donné le pouvoir. Notre pouvoir là qu'on a donné à Alassane Ouattara. Mais on va le surveiller quand même pour être sûr que le programme qu'il a dit là, il va bien mettre ça en pratique. Qu'est-ce que le peuple fait? Le peuple se retourne pour aller choisir des gardiens pour aller surveiller le président et son gouvernement. Le peuple choisit des gardiens, c'est-à-dire des parlementaires. Des parlementaires. Parce que le peuple là, nous sommes de courants politiques différents. Donc, on va choisir des parlementaires. On dit, bon, on a donné le pouvoir au président de la République. Vous, les députés, là, on vous a en mission. Comme nous sommes dans les campagnes éloignées, tout le monde ne peut pas partir pour arriver devant le palais de la présidence pour dire, oui, monsieur le président, on est venu te voir parce que tu avais dit que tu devais bien partager les filets sociaux, mais nous, de l'autre côté, on n'a pas vu. L'autre va venir pour dire, monsieur le président, tu avais dit qu'on devait avoir des logements sociaux, on n'a pas eu de logements sociaux. Monsieur le président, tu avais dit qu'on devait... Non. Chacun ne peut pas partir comme ça parce que la République, c'est du régalien. Le pouvoir du peuple, ça se respecte. Et le président incarne ce pouvoir souverain dans le régalien pour le respect du peuple. Le président respecte tellement le pouvoir que le peuple lui a donné. Le président le porte dans le régalien. Quand le président sort, il est élégant. Il montre l'image d'un peuple souverain. Il dit à son peuple, vous pouvez être fier de la République, je l'incarne bien. Donc tout le monde ne peut pas partir au palais pour dire ce qu'il veut. Alors comment on fait? On va prendre des députés, des parlementaires. Donc dans les différents départements, on choisit des députés en fonction du nombre d'habitations, en fonction du nombre d'habitants, de nombre de la population. On choisit les départements, on choisit, il doit avoir, je ne sais plus, de 200 départements, je n'ai pas le nombre exact, mais on choisit des représentants du peuple, puisque le peuple qui est au village, là, il ne peut pas venir à Abidjan pour rentrer au palais, pour dire, je suis venu voir le président parce que ce qu'il avait dit là, il n'a pas fait. Ou bien je suis venu voir le président parce que ce qu'il devait nous donner là, on n'a pas eu. Donc le peuple se dote d'un autre pouvoir, parce que le peuple est fort. Le peuple est fort dans la République. Le peuple est fort dans la République. Le peuple est intelligent dans la République. C'est un peuple intelligent. Le peuple dit, on t'a donné le pouvoir exécutif, hein? C'est notre pouvoir. Mais on va le surveiller. Maintenant, on va voter des députés qui vont venir surveiller le pouvoir qu'on t'a donné si tu travailles bien. Donc, le peuple va choisir ses députés dans les circonscriptions pour venir surveiller l'action du gouvernement. Parce qu'une fois que le peuple donne le pouvoir au président de la République, le président prend le pouvoir du peuple et il organise son gouvernement. Et le président maintenant, c'est lui qui nomme le premier ministre, c'est lui qui nomme les ministres, il va nommer les ministres, il va former son gouvernement pour mener son action gouvernementale, pour mener à bien le projet qu'il nous a présenté, auquel nous avons cru et pour lequel nous avons voté, pour lequel nous lui avons donné notre pouvoir. Mais les députés que nous allons choisir dans les départements, c'est eux qui vont venir maintenant à l'Assemblée nationale, qui est la maison du peuple. C'est eux qui doivent nous représenter dignement
pour surveiller l'action du gouvernement et du président. Attention, parce qu'à l'Assemblée nationale, ils ne sont pas là-bas pour eux. Ils sont là-bas pour nous, pour surveiller le président et son gouvernement. Si eux, ils travaillent bien, si le projet que nous avons voté là, pour lequel nous avons donné le pouvoir au président, si le projet est mené à bien, c'est aux députés de jouer maintenant leur rôle. Leur travail, c'est de surveiller. Donc, quand le président dit « j'ai une réforme à faire pour une réforme sociale ou une réforme pour la sécurité sociale, une réforme pour le développement, j'ai telle réforme à faire », c'est les députés qui vont dire « ah, le président, ils vont recevoir le projet du président, ils vont lire le projet, ils vont prendre le projet que le président veut qu'il vote, ils vont voir, ils vont regarder son programme de gouvernement, ils vont dire « ah, dans son, oui, c'est vrai, dans son programme qu'il a présenté là, effectivement, ce projet-là, il a parlé de ça. Bon, comme ce projet-là, le peuple lui a donné le pouvoir pour réussir ce projet-là, nous allons voter oui à ce projet à l'Assemblée nationale pour qu'il mette, pour que ce projet, qu'il le mette en application, qu'il le mette en action, qu'il mène à bien ce projet-là. Donc les députés maintenant, ils vont voter oui. Mais quand il y a un projet qui rentre dedans, que les députés regardent le programme du président qu'il avait présenté, ils disent « ah, non, président, ça là, tu n'avais pas dit ça dans ton projet. Hein. Donc nous, on va aller quand même, comme on est dans les circonscriptions, parce que les députés là, ils doivent faire 2 ou 3 jours à Abidjan, 3 jours à Abidjan, et ils doivent faire 2 jours là où on a voté pour eux. Les députés ne doivent pas passer leur temps à Abidjan pour se promener. Ils n'habitent pas à Abidjan, ils doivent habiter là où on a voté pour eux. Chaque semaine, le député va retourner dans sa circonscription pour aller parler à les populations, pour aller parler à les gens dans les villages, pour leur dire, ah, le président, il fait bien la réforme que vous avez dit là, on a voté, voilà ce que ça donne. Le président dit qu'il veut aider les femmes à entreprendre, à devenir des chefs d'entreprise et que dans son budget de l'année 2021, par exemple, c'est l'exemple qu'il donne, le président doit financer au moins 3000 femmes qui vont bénéficier de l'aide, de l'accompagnement pour devenir pour entreprendre, par exemple. Je prends un exemple. Le président, dans son projet, il dit, cette année 2021, je veux que 3000 femmes ivoiriennes, par exemple, puissent bénéficier de l'accompagnement de l'État pour pouvoir entreprendre. C'est aux députés de l'Assemblée nationale de poser la question au chef du gouvernement. C'est en ce moment-là que les députés demandent à auditionner, à poser des questions au chef du gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre qui vient à l'Assemblée nationale. On dit, bon, le président dit qu'il va financer 3000 femmes. Mais nous avons 31 régions de Côte d'Ivoire. Comment les 3000 femmes vont être réparties sur les 31 régions pour bénéficier de l'accompagnement de l'État? C'est aux députés de poser la question au Premier ministre, parce que c'est lui qui est le chef du gouvernement. C'est lui qui mène la politique du gouvernement. C'est lui qui mène l'action. C'est lui que le président envoie et dit, il faut bien surveiller les ministres, ils travaillent bien. C'est aux députés de poser la question. Maintenant, le chef du gouvernement va dire, oui, effectivement, dans la réforme, où les 3000 femmes, il y a 31 régions, nous voulons répartir le nombre de femmes par quota, on prend par région le nombre de quotas par région. Les députés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Étant donné qu'ils ont eu la réponse du Premier ministre à l'Assemblée nationale, eux, ils retournent maintenant dans leur département pour aller s'entretenir avec les populations. Bon, je donne un exemple simple parce que j'arrive, je dis, je suis dans le Guémon. Le président a dit dans le Guémon, il y a, je donne un exemple simple, 200 femmes qui vont bénéficier de l'accompagnement de l'État. Mais moi, comme je suis dans le Guémon, il y a en tant que député, il y a 4 départements ou 5 départements exactement, je ne sais pas, dans le Guémon. Donc, nous allons répartir le nombre de femmes sur les départements. Donc, il faut avoir un quota à Diokwe, un quota à Bangolo, un quota à Kubli, un quota à Fakobli, un quota à Zviabatawake. Donc, je pense qu'il y a 5. Vous voyez? Quelque chose. Il faut avoir des quotas. Donc, on va dire Bangolo, Kubli, Fakobli et Diokwe. Donc, comme il y a 200 femmes, je dis, bon, on va les 200 femmes, on va les répartir sur les 4 villes. Donc, ça nous fait 50 femmes par ville. C'est aux députés de jouer ce rôle-là. Donc, ça veut dire que la politique du président de la République, c'est aux députés
qui sont des politiciens, mais qui sont sur le terrain, d'aller porter la réforme, cette réforme sociale-là auprès des populations. Pour que les populations qui sont dans les villages, les campements reculés, puissent avoir l'information afin de mener la bonne démarche pour bénéficier de l'accompagnement de l'État. Mais si les députés ne vont pas dans les départements pour aller expliquer ça aux populations, les populations de ces départements n'ont pas l'information. Ils n'ont pas la bonne information, tout simplement. Ils ne peuvent pas avoir la bonne information. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des inégalités. Il y a des gens qui vont avoir la bonne information. Il y a d'autres qui ne vont pas avoir la bonne information. Donc, ceux qui ont la chance d'avoir la bonne information, ça devient affaire de l'auto. Ceux qui ont la chance d'avoir la bonne information vont bénéficier de l'accompagnement de l'État. Et puis, une autre partie de la population ne va jamais bénéficier parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Donc, ça creuse des inégalités. Et ces inégalités peuvent provoquer des fractures. Une fracture sociale au sein de la population et au sein des communautés. Et donc, qu'est-ce que les partis politiques vont faire? Ils vont instrumentaliser. Bon, les gens ont parfois de l'opposition, c'est normal. Hein? Quand on est opposé au pouvoir, il faut comprendre qu'on est opposant. On n'est pas là non plus pour chérir le pouvoir. Hein? Une opposition, c'est celle qui est opposée au pouvoir. Donc, tout ce que le pouvoir fait, mais il faut avoir une opposition suffisamment lucide, intelligente, consciencieuse pour peser l'intérêt de la nation. Parce que tout ce qui doit nous animer, c'est la République. L'intérêt commun, c'est le drapeau ivoirien. C'est la nation, c'est de former un corps. Donc l'intérêt de ce corps, que nous tous, dans lequel nous sommes, qui est la Côte d'Ivoire, qui est le drapeau ivoirien, c'est ça qui doit nous animer en premier. On fait le jeu politique, mais à l'intérêt de la nation. Donc, le peuple donne le pouvoir aux députés de surveiller le président et son gouvernement. Vous voyez comment, dans la République, ce pouvoir, il est magistral. Il est merveilleux. C'est un pouvoir. C'est pour ça qu'on dit le pouvoir vient de Dieu. Parce que le peuple est capable de donner le pouvoir au président et de surveiller le président en même temps pour qu'il travaille bien. De surveiller le président pour qu'il travaille bien. Ça, c'est le peuple qui fait ça. Mes frères et mes sœurs, je fais cette transition pour vous dire et appeler la classe politique ivoirienne à sensibiliser davantage leurs militants au sein des partis politiques. Leur donner l'éducation politique. Leur donner des bases, l'essentiel, pour qu'on puisse réussir ensemble la République. La République, c'est une fédération ethnique. C'est pour ça même d'ailleurs, et que moi j'insiste et que je vais plaider auprès des parlementaires qui sont nos représentants, qui nous représentent, et plaider auprès du président de la République et de son gouvernement, de former, de voter une loi, de faire voter une loi à l'Assemblée, parce que c'est le président qui va proposer et son gouvernement, et l'Assemblée nationale va légiférer. Et nous voulons vraiment une loi pour renforcer vraiment et donner de la visibilité aux citoyens au sein des partis politiques. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, regardez les partis politiques. Regardez les partis politiques. Malheureusement, les partis politiques, malheureusement, c'est en Afrique, ce n'est pas que la Côte d'Ivoire. En grande majorité, les partis politiques sont reliés à deux aspects. Soit c'est l'aspect religieux. On part dans ce parti politique parce que nous sommes de la même confession religieuse. Ou on part dans ce parti politique parce que nous sommes de la même ethnie. Donc, ça dit, on a les partis politiques en Afrique. Soit c'est par la religion, ou soit c'est par l'ethnie. Mais c'est une grossière erreur et ça fragilise nos États. Ça fragilise nos États parce que la République n'est pas religieuse. La République est laïque. La République n'est pas ethnique. La République, c'est la fédération des tribus. La République, c'est la fédération des tribus. Donc, on ne peut pas avoir des partis politiques où l'ethnie ou la religion prend le pas sur les valeurs de la République. Il faut que ça change. Mais pour que ça change concrètement, il faut que ça passe par la loi. Parce que nous sommes dans une république, il n'y a que la loi, nous sommes en société. C'est la loi qui peut nous aider à vivre le mieux ensemble.
Il faut que ça passe par les lois, par la loi. Et c'est pour ça que je vais faire une proposition. Pour que dans les mois à venir, parce que dans 4 ou 5 mois, c'est les élections législatives en Côte d'Ivoire, parce que j'ai entendu que le président a dit le premier trimestre de l'année 2021, donc on sera dans le mois de mars ou avril ou mai, en tout cas, ça ne va pas dépasser les 6 mois de l'année 2000, c'est avant les 5 mois de l'année 2021, les élections législatives. C'est normal, parce que quand le président est élu, après les élections législatives, les députés qui vont accompagner le programme du président de la République à réaliser son programme et à respecter son programme de développement et son programme économique. En cela, il faudrait que les partis politiques de Côte d'Ivoire, les institutions de Côte d'Ivoire, dans chaque parti politique de Côte d'Ivoire, il y ait un quota. Je prends un exemple simple. Qu'il y ait un quota. Que la règle, ça doit être par la loi. Il ne faut pas que ça se fasse. C'est la seule chose qui va nous permettre de préserver l'avenir. Préserver l'avenir, c'est détacher les partis politiques des religions et des ethnies. Préserver l'avenir politique de notre pays, parce que c'est par la politique toujours la guerre arrive. C'est par la politique toujours des crises arrivent. C'est la politique toujours des conflits armés arrivent. C'est par la politique toujours on arrive à des guerres civiles, des guerres ethniques et des guerres religieuses. Nous devons dès à présent penser et repenser les partis politiques de notre pays. Le fonctionnement des partis politiques de notre pays. Nous devons repenser et faire des propositions. Nous devons apporter notre pierre pour bâtir l'avenir. Que les partis politiques, tous les partis politiques, pour une liste électorale par exemple, que les partis politiques vont présenter à l'élection législative. Je prends un exemple. C'est par la mixité sociale que nous allons réussir le vivre ensemble. Par la mixité sociale que nous allons réussir le vivre ensemble. Un parti politique dont la liste doit être validée, il faudrait que sur ces partis politiques-là, il y ait une loi en Côte d'Ivoire. Je prends un exemple. Au nord de la Côte d'Ivoire, par exemple, pour citer, pour saluer mes Djontiel et les Sénoufos. Hein? Pour saluer mes Djontiel et les Sénoufos. Au nord de la Côte d'Ivoire, par exemple. Quand on va à Korogo, il n'y a pas que les Sénoufos qui habitent à Korogo. À Korogo, il n'y a pas que les Sénoufos qui habitent à Korogo. À Ferke, il n'y a pas que des Sénoufos qui habitent à Ferke. Il y a des communautés, d'autres communautés qui habitent là. Que la liste électorale, la liste législative, sur la liste, on doit avoir, parce que les représentations de ceux des communautés vivant à Ferke, vivant, si c'est à Korogo, vivant à Séguéla, chez Dosomeko, vivant à Séguéla. Il ne faut pas qu'on ait une liste, par exemple, Meko. Chez toi, à Séguéla, on nous amène une liste. Il n'y a que les Koyaka qui sont remplis sur la liste pour dire on va aux élections législatives. Il n'y a pas que les Koyaka qui habitent à Séguéla. Il y a des communautés qui habitent à Séguéla. Donc, si on a des Koyaka, on doit avoir des Baoulés, on doit avoir des Guérés, on doit avoir des Bété. Il y a des communautés vivant à Séguéla. Parce que le député, il vient avec son suppléant. Il y a des communautés. Ça va nous permettre de réussir la mixité sociale. C'est-à-dire déjà, tout doucement, on va balayer l'esprit ethnique des partis politiques. Parce que le député, il est politique. Le député, il est politique, il va légiférer, soit il accompagne la politique du gouvernement, soit il dénonce la politique du gouvernement, soit il est la majorité parlementaire, parce que quand on est député, on dit la majorité parlementaire, soit il est avec le pouvoir, il fait partie du parti au pouvoir, il est la majorité parlementaire, soit il est contre la politique du parti au pouvoir, il est de l'opposition au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Je vois ma princesse Akissi Eba Georgette. J'ai vu ton message, je t'embrasse très très fort. Je t'embrasse ma chérie. J'ai vu ta proposition que tu as faite au président de la République. Je t'embrasse très fort. Je vais à Bassam par exemple. La liste législative chez Akissi, la liste législative, c'est-à-dire que le député avec son suppléant à Bassam, on a beaucoup d'ethnies, c'est-à-dire que Bassam est une ville cosmopolite. Quand on a un député, s'il est Nzima ou il est Apollo, son suppléant ne doit pas être Apollo.
Parce qu'à Bassam, il n'y a pas que l'Apollo qui habite à Bassam. Il n'y a pas que les Apollo qui habite à Bassam. Mais si le député, il est Apollo, le suppléant est Apollo, on est en train de, c'est-à-dire, toujours rester dans l'ethnisation des partis politiques. Et c'est ça, dès la base, nous devons déjà apprendre aux militants à accepter la différence, à accepter les autres. Dire, on vit ensemble, on est dans une république, on n'est pas dans des tribus. Donc, permettre cette mixité. Quand on va, par exemple, à Diokwe, on a un député guéri, il faudrait que son suppléant ne soit pas guéri. Donc, il faut déjà que, au sein des partis politiques, mais ça passe par la loi. Il faut que ça passe par la loi. Idem pour les mairies, pour les élections municipales. Il faut que le candidat qui vient avec sa liste là, aux élections municipales, quand le candidat, je prends un exemple encore, je suis en train de lire. Il faut absolument valider ces idées. Jeannette, je t'embrasse très très fort, merci. Merci à toi. Je vais, par exemple, on va aller à Daoukro. Hein? Je ne sais pas de la provocation. Je salue notre PP national Bedos. Je le salue, ce n'est pas pour faire de la provocation. Vraiment, c'est vraiment pas pour faire de la provocation. C'est un exemple que je lui donne. On va à Daoukro pour les élections municipales. Il faut que la liste du maire, des candidats à Daoukro, quand celui qui est en tête, il est Baoulé de Daoukro, mais à Daoukro, il n'y a pas que des Baoulés qui habitent à Daoukro. Il y a la communauté Malinké, il y a des Guérés, il y a des Bété, il y a des Gourou, il y a voilà. Donc, il faudrait que sur la liste, on ait cette mixité sociale. C'est-à-dire, on ait ça sur la liste du maire. Donc, quand le maire est élu, ses conseillers sont ils représentent vraiment les communautés vivantes dans sa commune. Déjà, on va réussir. Le dialogue déjà commence par là. Parce que si on prend des listes, que moi j'arrive à faire et que le maire, il est Koyaka, tous ces conseillers municipaux sont des Koyaka, ben mec, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Ça veut dire que ceux qui vivent déjà dans la commune se sentent exclus de la municipalité. Donc, c'est vraiment important de repenser et de faire des propositions et que ça passe par des lois. Ça passe par des lois. Quand je vais à Gagnoua, je prends un exemple, le maire de Gagnoua par exemple, il est malinqué, si je ne me planque pas, hein, je crois, il est malinqué. Mais c'est une très belle chose. Moi, je rêve un jour qu'on puisse voir à faire que le maire soit bêté par exemple. Mais je dis, mais bravo, ça veut dire qu'on aurait réussi tout doucement à retirer l'esprit clanique, ethnique des partis politiques. On va réussir ensemble cette société forte, cette république forte dont nous rêvons tous. Je suis sûr qu'au fond de chacun, nous rêvons de cette république. Nous rêvons de réussir ensemble. Et c'est par des lois que ça passe. Et ça relève du rôle du parlementaire, des députés. Les députés même peuvent eux-mêmes faire ces propositions de loi, parfois demandant de voter ces lois, parce que nous devons tirer les leçons de ces crises que notre pays a vécues, de ces crises que le continent africain vit tout le temps. Les crises sur le continent africain, c'est des crises politiques, crises militaires, ethniques, guerres civiles, mais c'est toujours pour des questions d'ethnie, questions de religion, c'est toujours les mêmes choses. Donc, avançons dans les idées. Avançons dans les idées. Et ce serait merveilleux que moi, quand on part à Yamoussoukro, que le maire soit guéri. Mais oui! Parce qu'on vote des idées, on vote un projet de développement, on vote un projet économique, on ne vote pas une personne, on vote des idées. Et les partis politiques doivent se réformer. Il faut une vraie réforme des partis politiques pour qu'ils puissent voter. Et ça, c'est là, moi je crois vraiment
à la CEI de notre pays et à la tête de la CEI, on a un homme extraordinaire, un magistrat. Or, père, un homme intelligent qui est à la tête de la CEI. Je pense qu'on doit même profiter de cette institution et dire que pour que les députés puissent voter ces lois, pour que les listes qui doivent être votées là, qui doivent être éligibles, si c'est inscrit dans la loi, la CEI va invalider les listes qui viennent avec des noms ethniques là. Invalider, allez-y faire des propositions, mettez-vous aux normes. Mettez-vous aux normes parce qu'on sait qu'à Diokoye, il n'y a pas que des Guérés qui habitent à Diokoye. On sait qu'à Boaké, il n'y a pas que des Baoulés qui habitent à Boaké. On sait qu'à Daoukou, il n'y a pas que des Boaké. On sait qu'à Ferki, il n'y a pas que des Sénoufo. On sait, voilà, pour que on puisse faire évoluer, faire bouger les lignes. Mes frères et sœurs, voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Pour ne pas être très très long, on continuera comme ça de parler de la République parce que je pense que c'est le moment de faire de la sensibilisation citoyenne, de l'éducation populaire, aller parler à nos jeunes frères, à notre jeune sœur, leur expliquer ce que c'est que la République, ce que c'est que le rôle du président de la République, des parlementaires, des maires, des députés, des présidents des régions et eux-mêmes en tant que citoyens, leur rôle. Parce qu'ils ne sont pas conscients de ce pouvoir qu'ils ont dans la République, qu'ils ont, c'est eux qui transmettent ce pouvoir et qui donnent cette force aux institutions. Et le pouvoir du peuple, il est dans les urnes, il est dans les institutions, il n'est pas dans la rue. Le pouvoir de la rue n'est pas un vrai pouvoir, c'est juste d'une délinquance. Donc j'invite la jeunesse de Côte d'Ivoire à apprendre, à regarder dans les livres, dans la Constitution, à regarder dans les archives de nos institutions pour mieux comprendre leur rôle. On va continuer comme ça sur quelques jours à parler de la République, à faire de la sensibilisation républicaine et citoyenne. Je vous embrasse tous. On est à 1h20. Je vous dis à très 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 bientôt. Je passe une excellente soirée avec vous. Peace à tout le monde. On se dit à demain. Si possible, on va continuer notre échange républicain et on va continuer de parler de la République et parler de ce bonheur qu'on a d'être juste des enfants de la République. Je vous embrasse. Bye bye. Belle soirée.